Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, notre invité ce matin, Emmanuel Grégoire, député socialiste de Paris, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et candidat à la mairie de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec le jugement attendu à 10h concernant Marine Le Pen et les élus du Front National, puisque c'était le Front National à l'époque. La vraie question, c'est, est-elle coupable ou pas ? Les juges le diront, mais même si elle est déclarée coupable, il y a présomption d'innocence. Oui, il y a présomption d'innocence, c'est d'ailleurs un principe sacré de la justice de notre pays, mais elle est injusticiable ou injusticiable comme les autres. Et donc, à la fois, je ne veux pas commenter la décision de justice, parce qu'il revient que la justice puisse faire librement son travail. Oui. Et en même temps, rappeler que les juges, quand ils prendront leur décision, le feront sur la base des lois de la République. Et donc, ça s'applique à tout le monde. Alors, la question politique, sans doute sous-jacente, c'est est-ce que ça a des conséquences politiques ? La réponse est oui, mais il faut savoir disjoindre la responsabilité de quelqu'un ou d'une organisation sur des faits, qui relèvent du jugement des juges, et deuxièmement, les conséquences politiques, c'est autre chose, il ne faut pas mêler les sujets. Mais est-ce que les juges ont influé sur la vie politique en prononçant, par exemple, une peine inéligible ? Je vais répondre différemment. C'est eux qui décideront ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent juste, selon les lois de la République. Mais je pense qu'au contraire, ils doivent s'abstraire des conséquences et juger seulement les faits. Et je le redis. Ne pas tenir compte de l'avenir politique de tel ou tel prévenu. Non, enfin, je veux dire, si vous, moi, on est confronté à une situation qui nous amène... Vous êtes un homme politique. Mais tout le monde, tout le monde. Oui. Il y a des chefs d'entreprise, ça peut avoir d'immenses conséquences. Il y a des artistes pour lesquels ça a des immenses conséquences. Et pour la vie de chacune et de chacun d'entre nous, quand on est confronté à la justice, ça a des immenses conséquences. C'est pas en mondiovision, c'est pas la télé, mais enfin, ça a des immenses conséquences. Et chacune assume les conséquences de ses actes, que ce soit les petits actes qui font l'objet de sanctions minimes ou les actes plus graves. Et encore une fois, il faut que la justice puisse travailler sereinement. Je ne comprends pas qu'on puisse demander aux juges d'intégrer les conséquences potentielles qui les conduiraient à altérer leur jugement, à le rendre moins libre, du fait de la pression politique qui s'y exerce. Les juges doivent travailler librement. Si la loi est mal faite, parce que ça peut être ça le sujet, eh bien alors on change la loi. Mais on ne reproche pas aux juges de l'appliquer. Est-ce que la justice est politique ? C'est un reproche qui est fait régulièrement à la justice française. Est-ce que la justice est politique ? Oui, d'abord c'est un reproche qui est formulé par ceux qui font des bêtises. Je rappelle que tous les gens qui ne commettent pas de bêtises, qui ne sont pas appelés à aller se présenter au tribunal, ils disent pas que la justice est politique. Ils n'ont pas de commentaires à faire puisqu'ils ne sont pas concernés. La réalité, c'est que cet argument de la politisation de la justice, elle est utilisée ad nauseam par les gens qui, a posteriori, sont des délinquants. Des délinquants. Donc les délinquants qui dénoncent la justice comme politique, excusez-moi, leur jugement me paraît altéré par les propres conséquences qu'ils en éprouvent. Et donc, je trouve ça, franchement, une défense totalement absurde. D'autant que je le dis, quand il arrive qu'on puisse contester la légitimité d'une décision de justice, il existe des voies de recours. On peut faire appel, ensuite il y a même des juridictions supérieures, qu'elles soient nationales ou européennes. Bref, on peut peut-être se tromper une fois, mais dans ce type de processus, il y a plusieurs décisions qui sont prises qui amènent à garantir l'impartialité et que la décision prise par les juges soit juste, c'est bien pour ça qu'on les appelle comme ça. Si Marine Le Pen était empêchée de se présenter à la présidentielle, serait-ce démocratiquement injuste ? Non, c'est pas injuste si elle a commis... Vous le regretteriez ou pas ? Non, je le regrette pas pour deux raisons. La première, c'est que si elle a commis des fautes, elle les paye, elle en assume les conséquences prévues par la loi. Et la deuxième chose, j'ai la crainte que même si Marine Le Pen est empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, les idées qu'elle porte ne disparaissent pas avec elle. Et donc c'est arrivé dans l'histoire que des responsables politiques soient empêchés pour des raisons judiciaires, et heureusement qu'ils le sont, puisqu'ils ont commis des fautes, mais que d'autres prennent le relais. Faut pas faire croire que avec la condamnation de Marine Le Pen, le Rassemblement national s'effondrerait. Donc je ne crois pas que ça pose un problème démocratique insurmontable. Ça a des conséquences pour Marine Le Pen. Mais encore une fois, c'est à elle de les assumer.
si elle a commis des choses qui sont condamnables. Emmanuel Grégoire, Donald Trump a demandé aux patrons français de renoncer à la diversité, à l'équité, à l'inclusion. En cas de refus, pas de contrat avec l'administration américaine. C'est quoi? C'est une insulte à la démocratie française, au fonctionnement oui, je voudrais d'ailleurs, oui, tout à fait. Entreprises. C'est une insulte à tel point que le président du MEDEF, d'ailleurs, s'est exprimé très clairement, et c'était, je pense, bienvenu. Il y a deux sujets. Il y a une condamnation morale, qui est de trouver que les décisions que prend Donald Trump pour son propre pays sont pas celles qu'on prendrait, voire même sont très condamnables. Mais enfin, il est président des États-Unis, il fait ce qu'il veut dans son pays, dans la limite évidemment de l'exercice de son pouvoir. En revanche, que l'administration américaine s'imagine, à travers son rayonnement économique, influer idéologiquement sur le fonctionnement du monde des affaires, puisqu'il comprend bien, la lettre a été envoyée par l'ambassade américaine à des entreprises françaises, c'est totalement inacceptable. C'est inacceptable sur le plan moral, mais c'est inacceptable aussi sur le plan juridique, au regard de la loi française et au regard des lois européennes. Et donc le président du MEDEF a eu raison de le rappeler. Il n'est pas question que dans cette dérive idéologique que les Américains ont engagée sous l'influence de Trump, il y ait une contamination par le milieu des affaires. Il faut comprendre que on parle là de sujets importants. C'est l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est la question de la représentation, c'est la question de la protection des droits, la lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Ce serait évidemment honteux que des entreprises françaises s'y soumettent, et je ne crois pas qu'elles en aient l'intention. Bien, vous êtes porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors, il y a plusieurs sujets qui vous concernent actuellement. On va parler de l'audiovisuel public, on va parler, mais je voudrais être dans l'actualité du jour, puisque aujourd'hui, il y a un texte sur les logements sociaux. C'est une proposition de loi de Guillaume Kasbarian, ancien ministre du Logement. Alors, que dit cette proposition de loi? Elle veut mettre fin au maintien à vie dans le logement social. C'est-à-dire que quand ses revenus évoluent, son patrimoine évolue et qu'on dépasse le plafond nécessaire pour obtenir un logement social, selon ce texte, il faudrait quitter son logement. Vous voterez ou pas cette proposition? Non seulement je ne vais pas le voter, mais nous allons dénoncer le populisme et la démagogie de cette proposition. D'abord, je voudrais le dire, aujourd'hui, c'est la fin de la trêve hivernale. À partir de ce soir, minuit, 140 000 personnes de plus se retrouvent sur la menace de la précarité, d'être contraints d'aller à la rue. Et donc, s'il y a des sujets d'urgence à traiter sur le logement, et évidemment la crise historique que connaît ce secteur dans notre pays, devrait mobiliser l'Assemblée nationale sur des sujets bien plus intéressants que les propositions démagogiques du député Kasbarian. Pourquoi c'est démagogique? Aujourd'hui, il existe des dispositifs qui permettent d'ajuster le prix du loyer en fonction de l'évolution des revenus. Oui. Parce que on peut avoir eu un logement à un moment de sa vie et avoir connu, et tant mieux d'ailleurs, d'une certaine manière, il ne faut pas que le logement social soit l'incarnation d'une trappe à pauvreté. Il existe des dispositifs. Pourquoi la proposition qu'il formule, elle est populiste et profondément contre-productive? L'un des grands sujets du logement social et de la vie quotidienne de nos quartiers, c'est la question de la mixité sociale. C'est d'arrêter cette tendance un peu naturelle du marché de mettre tous les riches au même endroit et tous les pauvres au même endroit. Et toute la politique que nous avons menée à Paris en particulier, depuis 2001, a consisté à essayer de rééquilibrer l'implantation des logements sociaux et deuxièmement de veiller à la mixité de leur usage et donc de la structure des familles qui les composent. Ce qu'il propose, ce n'est ni plus ni moins que de chasser les classes moyennes du logement social. Ça entraînera une hyper-précarité de l'habitat social, ça entraînera donc des désordres sociaux absolument immenses, là où précisément nous devrions être obsédés collectivement à l'idée de mettre plus de logements sociaux à des endroits où il n'y en a pas et mettre plus de classes moyennes à des endroits où il y a des milieux qui sont beaucoup trop précarisés. Bien, Emmanuel Grégoire, autre sujet, sujet sensible, les ZFE. Commission spéciale, les députés ont adopté la suppression des ZFE. Bientôt,
le 7 avril, ça va venir en séance. Que voterez-vous ? Est-ce que vous voterez la suppression ou est-ce que vous voterez, je sais pas moi, la suspension, par exemple, de ces ZFE ? D'abord, suspension de fait, il y a. Oui. Puisque chaque métropole, c'est une compétence qui est exercée par les métropoles. Oui. Je le sais bien, à la métropole du Grand Paris, je suis président de groupe depuis de très nombreuses années, ce qui m'amène à énormément travailler sur ces sujets métropolitains. J'ai une passion de la relation de travail entre Paris et les autres villes. Nous avons veillé à ajuster les calendriers, vérifier la soutenabilité. Il faut bien comprendre que là, on nous met dans une tension qui est un piège, qui est celle de mettre en confrontation les enjeux de transition écologique et les enjeux de pouvoir d'achat, en particulier. Mais pardon, c'est la loi. Ce sont les politiques qui ont voulu cette loi, qui ont mis cette tension. Non, pardon. Et il était face à face. Emmanuel Grégoire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met face à face ceux qui ont les moyens de circuler en ville et ceux qui n'ont pas les moyens. Alors, absolument, mais d'ailleurs, c'est pour ça. On crée un dysfonctionnement, c'est pour ça. Une injustice. Attention, il faut faire attention entre le jugement de ce qui relève. Non. Pourquoi ? Il faut faire attention à ce qui relève du jugement individuel et du jugement collectif. L'immense majorité des milieux populaires dont vous parlez, que vous mettez que vous soulignez, ils habitent dans les centres hyper-urbains, à proximité des lieux pollués. Donc en réalité, quand on met en place une ZFE, c'est pas au détriment des classes populaires, c'est pour les classes populaires parce que c'est elles qui sont le plus directement confrontées. Mais en revanche, vous avez raison, il y a des cas particuliers, ceux des travailleurs un peu éloignés des transports en commun et qui doivent venir dans les cœurs de ville. Et là, oui, il faut les aider. Et tant qu'on ne les aide pas, il ne faut pas les sanctionner. Et donc, on a prévu quand même beaucoup d'ajustements. Mais pourquoi ne pas suspendre là ? Vous êtes contre la suspension de la loi ? Je suis totalement contre la suspension, parce qu'en fait, à ce rythme-là, nous allons continuer à polluer et à tuer, en particulier, les milieux les plus défavorisés. Ce qu'il faut, par contre, en complément, et c'est là qu'on le reproche au gouvernement, plutôt que d'avoir la tentation, enfin, pour le gouvernement, en l'occurrence, c'est plutôt les parlementaires, on verra ce que fait le gouvernement. Ce qu'on reproche, c'est qu'on avait toujours dit, la ZFE, ça ne marche que s'il y a deux piliers complémentaires. L'augmentation de l'offre de transport public, et en Ile-de-France, ça va être le cas, notamment avec la mise en œuvre du Grand Paris Express. Et donc, s'il faut détendre le calendrier, et bien évidemment, on s'ajustera à cela. Et deuxièmement, des aides financières à la transition des motorisations pour racheter des véhicules moins polluants, en faveur en particulier. Et c'est là que l'État n'a pas été au rendez-vous. La preuve, dans le budget 2025, l'aide à la transition des motorisations, il a été diminué par deux. Et donc, malgré ces aides, vous savez bien que les plus modestes n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture électrique. Malgré les aides de l'État, même si les aides de l'État étaient restées ce qu'elles étaient auparavant. Non, en réalité, c'est possible. Mais si c'est possible, écoutez, franchement, avec de la volonté, de l'ambition, c'est possible. Tout le monde n'est pas concerné par ces interdictions de ZFE. Non, mais je rappelle que ce n'est valable. Peut-être pas à Paris, mais dans de nombreuses villes de France, beaucoup. Non, mais moi, d'abord, je ne juge pas partout, mais je connais bien la métropole du Grand Paris. Donc je réserve mon avis évidemment sur cette zone-là. Sur cette zone-là, on sait qu'il y a des zones qui sont bien desservies par transport et d'autres qui le sont moins. Et on sait combien sont concernés, le nombre de véhicules, etc. Et donc, il faut de la pédagogie, il ne faut pas renoncer en l'ambition, mais par contre, oui, il faut l'aider. Pas question, je le redis, de sanctionner sans avoir donné les garanties d'aide. Bien, vous êtes porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez censurer François Bayrou ? Non, d'abord, faut pas agiter la menace de la censure comme cela. J'entends Olivier Faure. Oui, mais je suis d'accord avec Olivier Faure. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Non, je viens de vous dire, je suis d'accord avec lui, mais pas tous les jours. On va pas tous les jours agiter la censure. Je l'entends tous les jours. Donc je dis, parce que vous posez la question tous les jours, les journalistes. Et donc je vais vous répondre la même chose que répondraient Patrick Kanner, Boris Vallaud et Olivier Faure, c'est que nous avons refusé de censurer, pour revenir un petit peu en arrière, François Bayrou sur des engagements. Nous avons des vrais doutes sur le fait qu'il honore ses engagements, qu'il soit sur certains points budgétaires ou notamment sur ce sujet absolument majeur qui est le débat national sur la question de la retraite dont le pays a été privé suite à l'adoption de la réforme précédente par 49.3. Il a pris un engagement, le Premier ministre. Il a pris l'engagement qu'à l'issue des discussions avec les partenaires sociaux, l'Assemblée nationale serait saisie de ce sujet. Et c'est pas à lui de poser les conditions de les oukases et sinon entre guillemets les obligations qu'il poserait au débat. C'est l'Assemblée nationale qui devra, le Parlement évidemment, le Sénat y sera associé, qui devra débattre de ce sujet. C'est un engagement qu'il a pris devant la représentation nationale, devant le groupe socialiste. S'il ne l'honorait pas, je ne vois pas comment
et nous ne pourrions pas le censurer. Bien. Qui allez-vous soutenir lors du congrès du PS ? Alors, le congrès, c'est toujours un moment absolument passionnant de la vie interne d'un parti. Et c'est un moment privilégié interne. C'est-à-dire que c'est un moment où les militants doivent pouvoir confronter des idées, ça se frotte un peu parfois dans les virages, et doivent pouvoir le faire sereinement. Moi, ce que j'observe depuis plusieurs mois au Parti Socialiste, et d'ailleurs encore plus depuis que je suis dans ce groupe de députés absolument formidable sur le plan humain, sur le plan des trajectoires, c'est qu'il y a énormément de qualités individuelles. Non, mais d'accord, mais qui allez-vous soutenir ? Mais c'est très beau, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est samedi seulement que commence ce processus du congrès. Donc permettez-moi d'avoir une liberté militante très privée. C'est je vais lire les textes, je vais discuter, et moi je peux vous donner. Choisi. Je vais regarder, pour le dire différemment. Mais vous n'avez pas choisi aujourd'hui. C'est mieux de ne pas choisir avant que les textes aient été déposés. Bon, normalement, tout le monde devrait regarder ça. J'ai quand même quelques prérequis qui me paraissent indispensables. La première, c'est que notre congrès, il intervient dans un moment de gravité pour le pays et pour le monde, qui nécessite de la responsabilité et de la hauteur de vue. Et deuxièmement, je ne souhaite pas que le congrès qui vient, le congrès de Nancy, soit la répétition du congrès de Marseille qui a donné une très piètre image des socialistes. Aucun accord électoral avec LFI ? À Paris, aucun accord électoral avec LFI. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Il ne le souhaite pas. Et donc voilà, on avance. Bon, c'est clair. Au niveau national ? Au niveau national, je ne souhaite pas. Plutôt, j'aimerais que le Parti socialiste retrouve les conditions de pouvoir se passer d'un accord avec LFI. Mais je rappelle que au moment et je le dis d'autant plus librement que j'ai été élu au premier tour et que sans doute j'ai pas besoin moi d'un accord avec LFI pour être élu. Mais enfin, je donne pas de leçons aux autres. Je rappelle que les circonstances du nouveau Front populaire, c'est se battre contre la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ce qui a conduit la gauche à faire un effort sur elle-même. Pour nous, un accord, mais ce qui a conduit aussi beaucoup d'électeurs de gauche à voter pour des députés de droite, ou des électeurs de droite à voter pour des députés de gauche. Et donc, c'est évidemment un contexte tout à fait différent entre Paris et le national. Mais en revanche, c'est vrai que j'aimerais que le Parti socialiste retrouve une dynamique, une autonomie, une indépendance un leadership. Et une autonomie. Pouvoir se passer d'LFI sur le terrain électoral. Je le souhaite. Vous le souhaitez. Bien, Emmanuel Grégoire, PLM, changer la loi, Paris-Lyon-Marseille, faut-il changer la loi ? Ça aussi, ça va venir. Le 2 avril, la proposition de loi. Qu'en pensez-vous ? Je pense... Changer la loi, ça veut dire faire de Paris-Lyon-Marseille une ville comme une autre. Oui, mais c'est pas du tout ce qui est prévu. C'est bien là la forfaiture et le mensonge qui est organisé. Je vois bien l'intention qui était exprimée. Enfin, aujourd'hui, il faut comprendre la gravité de la situation et le caractère même grotesque de la situation. Nous sommes à quelques heures, puisque ce sera à partir de mercredi, 9h en commission des lois. Nous allons examiner un texte. Nous ne savons toujours pas ce qui va être proposé. Nous savons qu'il y a un travail mené par le rapporteur, mon collègue député Mattei, qui essaye de faire tout un travail, mais il se rend compte de la difficulté de la tâche. Nous ne savons toujours pas ce qui nous est proposé, à la fois nous parlementaires, mais bien plus grave, ce qui est proposé aux électeurs de Paris, de Lyon et de Marseille. C'est pas du tout ce qui est proposé, par exemple. Bon. Non, c'est pas du tout ce qui est proposé. Vous seriez favorable à une circonscription unique ? La réponse est non, je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable parce que ce n'est pas le bon moyen d'engager la réflexion. D'abord, Paris, c'est une très grande ville. Lyon et Marseille, mais vous m'autoriserez à plus parler de Paris et je ne veux pas donner le sentiment de donner mon avis pour Lyon et Marseille. Mais Paris, c'est une histoire très importante dans laquelle les arrondissements ont une place fondamentale. Et en fait, mettre en place une circonscription unique, le faire comme ça, c'est tuer politiquement et juridiquement les arrondissements. Ils ne serviront plus à rien. Et je crois que c'est là que le débat est biaisé. Qu'il y ait une réflexion sur l'évolution du mode de scrutin. Pourquoi pas ? On peut toujours améliorer les choses et je ne reprocherai jamais aux parlementaires de s'interroger sur comment mettre plus de démocratie. Mais il faut poser le débat avec nos concitoyens de façon transparente et rationnelle. Quels sont les partages de compétences ? Qu'est-ce qui relève des arrondissements, de la mairie centrale ? Nous évoquions la métropole du Grand Paris, la question de la région Île-de-France. Il y a un millefeuille. Et donc, il m'aurait semblé plus intéressant
de travailler sur les compétences, d'en discuter. Deuxièmement, d'organiser une consultation quand même des populations concernées. Et enfin, d'en tirer les conséquences. Mais il faut avoir ce débat de façon saine. Vous auriez pu organiser une consultation, la mairie de Paris, pardonnez-moi, mais pardon, à l'occasion de la dernière consultation locale. Jamais. Où 4% des Parisiens sont venus voter. Jamais les Parisiens, je vais être très franc, jamais les Parisiens ne sont venus nous demander de changer le mode de scrutin. On voit bien qu'il y a une question sur c'est un peu compliqué, etc. Mais la réalité, c'est que les Parisiens, ce qui nous semble à exprimer, c'est un attachement très important aux arrondissements, qu'ils soient de droite ou de gauche, un attachement aux arrondissements. Et donc qu'on réfléchisse à tout ça, pourquoi pas, mais sortons-le de la suspicion, de tripatouillage, de tricherie, entre guillemets, à quelques mois seulement de l'élection. C'est quand même un sujet suffisamment important pour le dégager de tout risque de suspicion, de tout risque de manipulation. Alors, réforme de l'audiovisuel public, c'est en route, Emmanuel Grégoire, avec la création d'une holding qui regrouperait la plupart des entités, à l'exception des entités dites internationales. Oui. Mais pourquoi êtes-vous contre ? Je n'ai pas bien compris pourquoi. Alors, je suis contre... Vous avez déposé, même la gauche a déposé plus de 1000 amendements pour retarder le texte. Non, enfin, c'est pas parfois plus stupides les uns que les autres. Franchement, je les élus, ils sont assez ridicules, Emmanuel Grégoire. Je peux vous en donner quelques exemples, si vous voulez. Je les connais bien. C'est oui, vous les connaissez bien, mais ils sont ridicules quand même. Et qu'il ne nous soit pas fait reproche d'utiliser les outils parlementaires pour imposer un débat dont on veut l'empêcher. Oui. Emmanuel Grégoire, vous avez reproché cela à l'opposition à de nombreuses reprises aussi, ou à la majorité à l'époque, quand les majorités changent. Bon. Voilà, quelqu'un qui est en responsabilité reproche à l'opposition de faire son travail, ça m'est arrivé et ça arrive au gouvernement aujourd'hui. Pour paralyser le débat. Non, d'abord pour poser sérieusement ce sujet. C'est un sujet qui est totalement mal préparé, personne n'en veut. Personne considère que le sujet soit mature et était bien préparé. Par exemple, la ministre s'appuie sur un texte qui est celui d'un parlementaire qui par ailleurs s'intéresse beaucoup à ces sujets, le sénateur Lafont, avec lequel j'ai eu l'occasion de parler, mais c'est elle qui porte obsessionnellement ce sujet de la holding. La holding va coûter des dizaines de millions d'euros de création, d'ingénierie juridique, administrative, ressources humaines, etc. Au moment où ce gouvernement inflige à l'audiovisuel public une cure drastique d'économie. C'est-à-dire qu'en décembre, on leur demande de faire des dizaines de millions d'euros d'économie, et en parallèle, on leur demande maintenant de se précipiter à créer une holding dont personne n'a compris exactement à quoi elle servait, si ce n'est, pour être très franc, qu'elle est préfiguratrice d'une fusion. Tout le laisse à penser dans les intentions qui sont exprimées. Ça, c'est un procès d'intention que vous faites. Non, j'ai lu un document qui s'appelle le pseudo-étude d'impact, qui est un document qui a été produit par l'administration, dans lequel il est très clair que, par exemple, le fait d'avoir une présidence exécutive, non seulement de la holding France Média, mais également de Radio France, de France Télévisions. Nommée par l'Arcom. Désignée par l'Arcom, mais l'important, c'est dans la note, c'est pas ce qui n'était pas prévu d'ailleurs dans la proposition de loi initiale, c'est que ce soit une présidence exécutive commune de la holding et de toutes les filiales. Évidemment que c'est pour asseoir l'autorité de quelqu'un, et deuxièmement, pour préfigurer la fusion. Bref, la ministre va devoir s'expliquer, va devoir répondre à tout ça de façon argumentée. Nous allons prendre le temps nécessaire pour cela, comprendre comment une note de l'administration peut expliquer que la création d'une holding, le coût de la création d'une holding sera nul. Mais c'est à quel moment on se moque des gens ainsi. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Rachida Dati profite de l'utilisation d'une proposition de loi pour s'exonérer d'une vraie étude d'impact destinée à dire à quoi ça sert, combien ça coûte et en combien de temps on la met en œuvre. Et donc il y a des questions élémentaires auxquelles il n'est pas répondu. Là aussi, qu'on s'interroge sur l'avenir de l'audiovisuel public, je suis pour, mais faisons-le avec professionnalisme et méthode. Bien, Emmanuel Grégoire, merci. 8h59, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger sera là après le journal de 9h.